Et dans la capitale mondiale du coltan, le cycle des violences continue. Les mêmes bourreaux d'hier demeurent le bourreau d'aujourd'hui. Tokotika kokanisa bango te. I will remember them. I will remember them. Sitawasabu. Je me souviendrai d'eux. I will remember them. Io li ricorderò. Nakobosa na bango te. Ik zal ze niet vergeten. I will remember them. Lembrem-se deles. Je me souviendrai d'eux. Je me souviendrai d'eux. Bonjour à tous. Je suis Désiré Ilunga. Je serai votre animateur de cet événement. L'événement, c'est la journée commémorative des génocides congolais, connus sous le nom de Génocost. Génocost, c'est une initiative, un mouvement de la plateforme CAIP. Et CAIP, c'est une association de la jeunesse congolaise qui milite sur 3 objectifs principaux. Le premier objectif, CAIP veut sensibiliser autour des crimes et des exactions commis en République démocratique du Congo. Le deuxième objectif, CAIP souhaite créer une mobilisation autour de la culture et de la richesse en République démocratique du Congo. En dernier, CAIP veut créer une synergie entre toute la jeunesse congolaise, qu'il s'agisse de ceux qui sont dans la diaspora que ceux qui sont sur la terre-mère en RDC. Au programme de notre journée commémorative, nous allons passer par plusieurs étapes. Des témoignages, des chants, une dédicace, des intervenants dont un qui est avec nous sur ce plateau, d'autres qui sont en République démocratique du Congo, puis pour terminer, un moment d'interaction où vous pourrez poser vos questions à nos intervenants. Mais sans plus tarder, je vous invite à suivre la vidéo qui va bien poser le cadre de ce que c'est Génocost. A tout de suite. Qu'est-ce que le Génocost? Le Génocost est une initiative de la plateforme d'action de la jeunesse congolaise, CAYP en anglais. Cette campagne vise à faire reconnaître le 2 août comme jour de commémoration du génocide congolais. Que signifie Génocost? Génocost signifie génocide pour des gains économiques. Le mot est une combinaison de génocide et de coût. La CAYP a choisi ce terme pour expliquer les racines économiques du génocide en RDC. Le viol systématique des femmes et d'enfants congolais, le massacre continu de civils et d'autres atrocités commises contre les populations dans l'est du Congo pour l'exploitation des ressources naturelles constituent un crime de génocide. Quelle est l'histoire? Pendant le règne colonial du roi Léopold II, environ 13 millions de Congolais ont été tués à la suite de l'exploitation brutale du caoutchouc et d'autres ressources naturelles. Pourtant, seuls quelques Congolais connaissent cette partie de l'histoire. Il a été soigneusement remplacé par les contes d'un roi constructeur, une figure héroïque. Plus d'un siècle plus tard, l'histoire se répète. Des millions de Congolais sont à nouveau tués pour l'exploitation du coltan, de l'or et d'autres minéraux. Mais, malgré les informations disponibles sur Internet, on en sait très peu sur ce conflit. Pourquoi une journée commémorative? L'établissement d'un mémorial pendant un conflit n'est pas conventionnel, mais la situation actuelle du Congo appelle une solution non conventionnelle. Si rien n'est fait pour tirer les leçons de ces tragédies, très peu se souviendront des millions des morts au Congo, pas même la plupart des Congolais. Fixer une journée commémorative est une partie importante de notre campagne car elle assurerait que l'histoire du conflit actuel ne sera jamais oubliée. Pourquoi le 2 août? Le 2 août marque le début de la deuxième guerre du Congo, également appelée Guerre mondiale africaine.
Ce fut le début du conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. À travers cette initiative du 2 août, le CAYP vise à donner à tous les Congolais les moyens de reconnaître le génocide, de commémorer les vies perdues et de travailler activement sur des solutions pour apporter une paix durable au Congo. Notre événement de ce jour est placé sous le thème de l'impunité. L'impunité des crimes et massacres commis en République démocratique du Congo, notamment à l'est du pays. Imaginez-vous qu'un matin vous êtes chez vous, en famille, des personnes en treillis militaires arrivent, violent votre fille, violent votre sœur, violent votre mère et s'en vont sans qu'il y ait le moindre doute de représailles. Et que quelques jours après, vous apprenez que ces personnes-là vivent leur vie paisiblement. L'impunité, aujourd'hui, nous allons l'évoquer avec notre hôte du jour, que nous remercions du fond du cœur d'être là parmi nous. C'est un honneur pour moi de vous avoir en face de moi, M. Jean-Jacques Ouondo. Vous êtes analyste politique, vous êtes spécialiste des questions de l'armée, des questions de sécurité. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'impunité? Qu'est-ce que ce vocable impunité vous évoque notamment et précisément sur ce qui est commis à l'est de la RDC? Bonjour, Monsieur Désiré Ulonga. Et je voudrais saluer aussi toute la jeunesse réunie autour des CAYP pour cette initiative assez originale et assez encourageante de pouvoir commémorer cette journée du génocide congolais qu'ils ont qualifié de génocoste. C'est également un honneur pour moi d'être là, un honneur pour moi de partager ces moments d'échange, d'interaction avec vous et avec les amis qui sont au Congo, avec la jeunesse congolaise de partout. Sur ce sujet consacré à l'impunité, j'aborderai précisément l'aspect impunité dans l'armée, parce que c'est ce qui m'a été demandé d'évoquer, parce que la notion d'impunité, c'est une notion assez large dans le domaine de ce qu'on appelle le droit pénal. Pour poser le cadre, je voudrais d'abord en quelques mots expliquer ce qu'on entend par impunité. L'impunité, que ce soit en droit ou en fait, c'est l'absence de la mise en cause, de la responsabilité, que ce soit une responsabilité pénale, une responsabilité administrative, une responsabilité civile, et même une responsabilité sociétale, sociale des auteurs présumés d'actes intentionnels ou d'infractions à l'égard des victimes. De sorte que le système dans lequel ces auteurs évoluent ferme les yeux pour que ces gens ne soient pas poursuivis au départ d'une enquête qui pourrait se transformer en une poursuite judiciaire et à des condamnations, voire même à des sanctions, que ce soit au niveau disciplinaire, parce qu'on peut avoir l'impunité des gens qui soient par exemple des militaires, on peut les poursuivre d'abord peut-être sur le plan du droit, donc pénal, mais aussi ces personnes peuvent aussi faire l'objet des sanctions disciplinaires. Or, tout ça fait que quand ce cadre, ce dispositif manque dans une société, ces sociétés encouragent ce qu'on appelle l'impunité. Et c'est ça qui est important à savoir retenir, du fait que l'impunité, ça crée tout un mécanisme social, sociétal ou étatique
qui veut que les responsables des crimes graves, surtout pour le cas de la RDC, des massacres qui ont été commis depuis des années, et je partirais même pratiquement depuis l'indépendance, parce que ce pays a été l'objet de plusieurs guerres où on a vu des massacres et pratiquement des génocides être commis, et qu'on voit que la plupart des auteurs de ces crimes qui sont des actions qui sont indignes vis-à-vis du droit international, qui rendent la dignité humaine banale, rester impunie, non poursuivie. La question de l'impunité dans l'armée, M. Jean-Jacques Kouando, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Concernant l'impunité dans l'armée, il faut d'abord dire que voilà, le Congo a un système judiciaire qui est structuré en justice civile et justice militaire. Et quand vous parlez de l'impunité dans l'armée, il faut essayer de bien circonscrire les choses, parce que on ne peut pas dire que tous les actes commis dans l'armée sont impunis. Mais c'est le sentiment général qui revient, qui fait que au sein de notre armée, la plupart des personnes ne sont pas poursuivies pour les crimes ou les infractions qu'ils ont commis dans le cadre de leurs activités militaires actuelles ou passées. Mais je voudrais d'abord préciser, expliquer la notion d'impunité. L'impunité, c'est quoi? L'impunité, que ce soit en droit ou en fait, c'est l'absence de mise en cause de la responsabilité personnelle des personnes ou des auteurs d'infractions, et pour notre cas, ceux qui ont commis des graves violations des droits humains ou des infractions qu'on peut traiter des crimes de guerre, crimes de génocide ou des massacres, et qui se trouve qu'à un certain moment, il n'y a ni enquête, ni poursuite judiciaire, ni condamnation, et encore moins des sanctions disciplinaires qui peuvent relever de leurs instances où ils évoluent, n'est fait. Et ce qui donne à ces personnes comme une prime au fait à l'impunité, parce que ces gens se sentent un peu confortés dans leur position en se disant qu'ils peuvent poursuivre leur sale besogne sans être poursuivis. Mais pourquoi on est arrivé à cette situation? C'est la question qu'il faut se poser, c'est ce que j'aimerais un peu expliquer. Pour comprendre cet état de fait, qui est quand même une certaine réalité aujourd'hui en République démocratique du Congo, il faut essayer de remonter à la situation que connaît le pays depuis plus ou moins trois décennies. C'est-à-dire que le pays a été victime de deux grandes guerres qu'on appelait les guerres du Congo, qui ont vu des groupes étrangers ou des pays étrangers dans un premier temps venir envahir le pays, changer de régime, en imposer un nouveau régime, mais ces changements s'est fait à coup de massacres, de viols, des violations graves des droits humains et des crimes odieux à l'égard non seulement des militaires, mais aussi surtout des civils. On parle des millions de morts hein, qui sont recensés dans le cadre de plusieurs enquêtes qui ont été menées par-ci par-là. Il s'est fait que le pays a subi encore une deuxième agression militaire parce que n'étant pas contents de la manière dont ils ont conquis les pays en 97 ou 97, ils sont revenus en 98 lorsque Laurent Désiré Kabila chasse ses alliés étrangers, principalement le Rwandais et les Ougandais. Ils ont créé de nouvelles rébellions, plutôt le RCD Goma soutenu par Kigali et le MLC quelques mois plus tard soutenu par l'Ouganda pour essayer de reconquérir les espaces qu'ils ont abandonnés après qu'ils soient chassés de l'armée congolaise. Et ces rébellions ont eu la spécificité aussi, non seulement d'occuper des terrains, mais surtout de s'attaquer aux populations locales, de sorte à créer une psychose, à les terroriser pour se comporter en maîtres, conquérants et occupants des territoires qu'ils ont repris. Et pendant un temps, on s'est retrouvé dans une sorte de ce qu'on appelle une guerre africaine parce que chaque parti a eu ses soutiens
étrangers et le Congo était le théâtre de pas moins de 7 armées africaines qui se sont guerroyées au Congo et qui ont massacré, qui ont tué sans qu'il y ait ni vainqueur ni vaincu. Et on s'est retrouvé dans une situation de statu quo qui commençait à devenir assez encombrante, au point que la communauté internationale a décidé de pousser, d'amener les belligérants à aller essayer de trouver des accords de paix. Bon, il y a eu une tentative à 99 à Lusaka, dialogue congolais qui n'a pas marché. Et après, en 2002, en décembre, ils se sont retrouvés sous l'égide aussi de l'Afrique du Sud, qui a mené quand même une certaine diplomatie dans la région pour essayer de convaincre un peu toutes les parties prenantes et les parties impliquées dans ces conflits à aller se retrouver en Afrique du Sud, à Pretoria, l'Afrique du Sud a donné un cadre pour pouvoir mettre en place un dialogue, ce qu'on appelle le dialogue intercongolais, et qui a abouti à ce qu'on appelle l'accord global et inclusif. Pour être un peu plus bref, cet accord permettait à ce qu'on aboutisse l'année suivante, en 2003, à Sun City, à la mise en place d'un gouvernement dit d'union nationale, avec un président et 4 vice-présidents. Et parmi les vice-présidents, nous nous sommes retrouvés avec des rebelles qui étaient des gens qui ont combattu contre le Congo, qui se sont retrouvés comme étant vice-présidents, mais qui ont amené aussi derrière eux des belligérants, pas seulement des belligérants qui étaient des Congolais, mais aussi des étrangers, qui n'avaient rien à voir avec nos familles, nos populations. Pourtant, ils étaient là plutôt pour les massacrer. Et cela devait s'accompagner aussi, parmi les grandes résolutions, de la mise en place d'une armée qu'on appelle nationale, républicaine et structurée, qui devait s'appeler FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Il était question de prendre parmi 360 000 personnes qu'on a recensées, ça c'est des chiffres officiels, mais les chiffres officieux peuvent aller peut-être à plus, que ce soit dans les rangs de l'armée officielle ou loyale congolaise de l'époque, qu'on appelait les FAC, Forces armées congolaises, que ce soit au niveau des groupes rebelles RCD Goma qui avaient plus ou moins 48 000 personnes. On se pose même la question combien de Rwandais, combien d'étrangers étaient dans cette armée, parce qu'on sait que le Rwanda joue un rôle décisif que ce soit dans la première agression de 96-97 et dans la deuxième agression du RCD Goma. Du côté des forces loyalistes, on avait plus ou moins 130 000 personnes. Du côté du MLC, Jean-Pierre Bemba, qui a été soutenu par l'Ouganda, 20 000, et puis il y avait les Maïmaï et d'autres groupes armés. Donc il fallait les mettre ensemble et pour créer une nouvelle armée dans le cadre d'un processus qu'on appelle le brassage. Donc on prend tout le monde, brassage c'est une technique pour brasser la bière. Vous prenez beaucoup de matière, vous brassez, vous formez une armée. Mais pour pouvoir créer cette armée, il fallait respecter toute une série de critères. Il s'est fait que la mise en place de ce processus a été entachée de beaucoup d'irrégularités, de telle sorte qu'on s'est retrouvé avec des gens qui n'étaient pas éligibles à cette nouvelle armée, mais qui se sont retrouvés dans cette armée tout en étant des responsables des massacres, des responsables de crimes odieux. Dans cette armée, il y a eu des noms qu'on connaît, mais qui n'ont pas été mis à l'écart dans l'autre processus qui devait permettre la réinsertion des combattants et d'autres militaires qui n'étaient pas éligibles dans l'armée. Donc on s'est retrouvé avec une armée au départ, qu'on devait former une affaire de 18 brigades, une brigade compte entre 2000 et 3000 personnes militaires, et on s'est retrouvé avec un processus qu'on appelle dévoyé. Dévoyé, ça signifie qu'il s'est déraillé donc, de l'objectif qui lui a été fixé au départ. Et cette armée s'est constituée principalement d'une partie des militaires congolais, mais aussi de beaucoup des militaires issus des rébellions qui ont été responsables de ces massacres. Je voudrais peut-être amener une parenthèse en disant que lors de l'accord global, la question de la justice transitionnelle, qui permet quand même de rendre justice je me résume, aux victimes des graves conflits armés,
a été évoqué. Il était question même de mettre en place une sorte de tribunal pénal international pour le Congo et mettre en place même une commission nationale de vérité. C'est-à-dire qu'il faut que la vérité soit recherchée sur pourquoi on est arrivé à cette situation, pourquoi ces guerres ont produit tant de victimes et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à pour que ces victimes bénéficient d'une certaine justice. Et cette justice devrait permettre de renforcer aussi non seulement le processus de réconciliation, parce qu'on est dans le cas de ce qu'on appelle la justice restauratrice, où vous avez entre la société, la victime et l'auteur, on essaye de mettre en place un processus où l'auteur reconnaît sa culpabilité. Donc, et la société prend la responsabilité de juger l'auteur et que l'auteur accepte que la victime soit une personne qui soit reconnue comme personne partie prenante dans ce processus triangulaire où elle a droit à des réparations. Or, cet aspect n'a pas été mis en application. Si je peux me résumer, malgré quelques tentatives de création, par exemple, de cours spéciales pour la répression des crimes en RDC, mais ça n'a pas été suivi d'action. Donc on se retrouve dans l'armée avec les mêmes personnes qui étaient auteurs parce que ce n'était pas une armée qui a été constituée par des vainqueurs, comme nous l'avons connu ici dans les procès de Nuremberg. Après la Deuxième Guerre mondiale, les génocides, ce sont les vainqueurs qui ont imposé leur justice, de sorte que les personnes responsables des massacres, responsables des crimes, soient jugées. Or, nous, ces responsables se sont retrouvés, pour la plupart, dans la hiérarchie, que ce soit militaire, mais aussi dans la hiérarchie de la justice militaire. Donc, de ce fait, il était impossible, et il est impossible ou difficile jusqu'à aujourd'hui que certaines personnes soient poursuivies. C'est comme s'il y a eu une entente de se dire, voilà, nous nous trouvons dans une situation où on doit fermer les yeux. Et voilà ce qui explique en grande partie l'impunité qui sévit, qui se maintient, et qui persiste et qui se cristallise aujourd'hui au sein de l'armée. Parce qu'on ne peut pas demander à un auteur d'être son propre juge pour se condamner. Donc voilà un peu la problématique de l'impunité qui règne aujourd'hui, particulièrement au sein de cette armée, une armée constituée des personnes qui étaient responsables de graves violations des droits humains et qui aujourd'hui profitent de leur statut, de leur position dans l'armée pour ne pas faire l'objet d'une justice pénale. Et entre-temps, ce sont les victimes qui continuent de payer le prix de cette situation. Monsieur Jean-Jacques Wondo, vous nous avez parlé des critères d'éligibilité pour la constitution de cette armée. Vous avez parlé de phénomène de brassage. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu développer ces deux aspects-là, s'il vous plaît? Oui, quand on parle du brassage, je l'ai mis côte à côte avec un autre processus qu'on appelait le processus des DDR. Les gens entendent souvent parler des DDR, c'est le processus qui permet de désarmer, démobiliser, réinsérer les militaires dans la société. C'est-à-dire qu'il y avait deux processus au départ pour pouvoir constituer cette armée, vu qu'il fallait en retenir environ 120 000, comme je l'ai dit au départ. Le brassage, c'est un processus qui n'est pas spécifique à la RDC, parce qu'il y a eu des pays qui étaient des pays post-conflit, donc qui ont connu des situations de conflit aussi graves que la RDC, qui sont parvenus quand même à mettre en place ce processus. Je peux citer le cas du Libéria, de la Sierra Leone, et dans une certaine mesure le cas de l'Angola. Ce sont des pays qui ont plus ou moins réussi ces brassages. Mais les critères, c'était quoi? Au départ, il fallait d'abord recenser tous les combattants ou les militaires qui faisaient partie de chaque composante armée. Et il y avait une commission nationale qui a été mise en place, qu'on appelait SMI, structure militaire d'intégration. Et cette structure devait mener, par exemple, des enquêtes approfondies sur chaque personne. On vous prend, par exemple, M. Ilunga, vous dites que vous faites partie du MLC. On va vérifier, par exemple,
qui vous êtes, quel est votre village d'origine, qui sont vos parents, quels sont votre parcours, que ce soit scolaire et professionnel. C'est ce qui a été fait, par exemple, dans des pays comme le Libéria ou la Sierra Leone. Mais au Congo, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'étais un peu synthétique, cela ne s'est pas fait comme tel. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé faire des enquêtes approfondies, des enquêtes de voisinage, pour savoir, mais M. Lunga dit qu'il vient, par exemple, de Kasumbalesa. Ben, tu peux nous dire là où tu habitais. Et là, on pouvait aller interroger le voisinage pour savoir. Or, sachant que dans ce mécanisme, il y avait beaucoup de combattants qui n'étaient pas des Congolais, mais il fallait saboter ce système parce que les enquêtes ne sont pas allées très loin. On s'est limité à donner seulement une liste de noms avec leurs origines, mais les enquêtes d'identification de ces personnes n'ont jamais été faites, mais c'était fait à dessein pour pouvoir maintenir au sein de notre armée des éléments qui n'avaient aucune loyauté vis-à-vis du Congo. Mais d'autres aspects de ces critères, c'était aussi ne pas être responsable ou auteur d'actes d'agression, de viols ou de violences ou de tueries ou d'infractions aux droits de la guerre ou à d'autres disciplines militaires. Et ça, c'était des critères qui étaient prévus sur papier, mais qui n'ont pas été vérifiés sur le terrain. Donc vous verrez que le fait d'escamoter ces éléments ont permis déjà, dans le critère de sélection des militaires, d'insérer l'impunité dans l'organisation, la structuration et même la sélection des militaires. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Merci beaucoup, M. Jean-Jacques Wondo, pour cette intervention très enrichissante. Sans plus tarder, nous allons passer à la vidéo du slammer Ben Kamuntu de Goma. A tout de suite. Awa toleli pe mingio mokolo nini tokosala matanga. Bienvenue à New York au Conseil de sécurité de l'ONU. Le rapport mapping sur le crime commis en RD Congo gît ici. Et dans la capitale mondiale d'Ikoltan, le cycle des violences continue. Le même bourreau d'hier demeure le bourreau d'aujourd'hui. 1993-1996, 40 incidents répertoriés au nord et sud Kivu. Des conséquences dévastatrices du génocide sur le Zaïre des dernières années, Mobutu. 1996-1998, 238 crimes répertoriés, illustrant le bruit des bottes en caoutchouc et les goûts de se venger. 1998-2000, 200 cas, les armées étrangères se livraient la guerre sur le sol congolais. Devant l'or et les diamants, les alliés devenaient les ennemis les plus redoutés. 2001-2003, 139 incidents, violations d'un cessez-le-feu. Et Kofi Annan s'en souvient bien lorsque Kisangani l'a crié. Mais nous voulons savoir ce qui s'est réellement passé. Nos cœurs, nos âmes et ceux de nos morts ont soif de la vérité. Soif de justice pour avancer sur le sentier de la paix partagée. Soif de faire les deuils, soigner nos plaies, cicatriser nos pensées. Mais le rapport détaille la situation géographique de tous les crimes, comme les jours sombres de Kisangani, Kasese, Kasika et Makobola. Le rapport détaille les modes d'extermination des victimes, ligotés, inventés, mutilés, brûlés, vifs, violés comme Yvette et Malaika. Mais pas un seul nom d'un criminel. Et ces pages sombres de notre histoire ne seront écrites que par l'encre de la vérité, teintées de justice, de réparation, de réconciliation, sur base d'une mémoire assumée. Apprendre tout à nos enfants et nous dire plus jamais ça dans notre société, les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité. Et face à cette remarquable indifférence, le peuple debout avec son prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. La paix intérieure, la paix sur nos sols, la paix sur le sol de nos voisins. Mokolo nini tokosala matanga. Mokolo nini tokozua kimia. Bosembo bosembo yo
mon nom c'est Ben Kamuntu, je suis slammer et activiste au sein du mouvement Lutte pour le changement. C'est pour moi un plaisir de vous partager ces quelques vers, un cri de plus pour exiger une justice transitionnelle en RDC. Donc j'ai fait allusion à toutes ces personnes qui se battent, qui militent pour une justice comme gage de paix en RDC. Très belle inspiration de notre très cher Ben Kamuntu à travers ce slime poignant. Tout de suite, je vous propose de suivre un témoignage d'un confrère, d'un compatriote qui souhaite rester dans l'anonymat pour sa sécurité. Ces compatriotes fait partie du mouvement national des survivants des viols et violences sexuelles en RDC. On se retrouve juste après. Tayari bamwizi mbili wakatokea, wakaniangalia wakasema, sasa ni nini hapa, mnachunga wamwizi, mnachunga watu gani? Nikasema mama ni mzazi yangu ni mgonjwa. Wakati nilimwacha kushamba naona nakawa, nikarudia. Sasa inakutana babandi wamemkamata, wamembaka, na mimi pia wamenibaka, na mimi nimeregea, kichwa meluma, tumbo mevimba na mishipa migulu tena saiko. Basi tasho imekuwa mingi. Mama iko na diare, iko na nini na kutapika. Wamwizi wakateremuka kidogo, wakakutana kinga. Kinga wakasema kusaidia huyu papa, heri tusaidie mzee. Wakabeba mzee. Nyuma wakanirudiria, hakukuwa njia ya motogari. Wakati wanirudiria nikakutana mama kwa hospitali, alikuwa amefaa pale siku 3. Siku 3 kwa hospitali, ya 4 akakufa. Nikauliza, mama sasa iko namna gani, mie na nimepona? Wakasema wewe uende kunyumba, mama yako tutamuleta. Uende zifarizi sana, ufunge roho. Mama akakuya na amekufa. Tulizika mama. Wakati tulizika mama, walifarizi na franga kidogo, yanipa $20. Nikasema asante, nikazifarizi na mimi nikazisaidia. Bibi sasa wangu akaniambia, twende tukimbie tutoke hii mgini, twende Goma. Wakati tulifika hapa Goma sasa, mimi nikasema maisha ya Goma iko nguvu. Ndabakia huku, heri nimekuwa mmoja, ndakuwa na lima, ndakuwa na basukumia kuchakula. Wakati nilibakia kule na mimi sikupata amani. Shefu wa pale akanifuatilia sana, Kunifuatilia sana, nikasema nifanye nini sasa? Mbona na maisha ya Goma sina kazi? Nikabakia kule. Shefu akakuya na babandi warahia wagarso 17. Wakanipiga, wakapie mwangu. Nikasema sasa nifanye nini? Na mimi nikagonjwa tasho, nikakimbia. Nilikimbilia nikadiare pale. Wakati ni diare pale, jirani wa pale akasema, alitoka usiku akaniangalia. Mwiki sina yangu yakawa, mko vitu gani? Akakimbia. Papa wa pale akakimbia, akaenda ambia mama. Mama, kisina iko na cheza pale. Unisaidie, we hauna bogo na kuwa na nguvu, uende una kama huko nini. Akanikutana pale, nilisajiharibisha sana. Mama akasema, nikambale nzo amejiharibisha hapa. Basi ule mama akanisaidia, akachamusha mai, akanivika mzuri sana, akanibinda manguo na kunikunyisha bui, mie na singali moto. Wakaniuliza, ulikuwa na gonjwa? Niseme hapana. Shefu, tuko naye problem, sijui kama nzo ananitumia babandi. Akatuma mtoto aende ona kwangu. Akakutana kwangu babandi wakuvala teni 18. Na mimi nilitoka kwangu buchi wa nyama, nilikimbia na niko buchi. Wakafanya angete wengine, wakauliza sasa nyie basoda mnatumiwa na nani? Akasema ni shefu ndio anatutuma, aseme hapendanaki na huyu mtu. Basi kutoka pale na mimi nikaamua kukuya huku Goma. Sasa huku Goma fasi kwetu tulifikiaka tena kulilungula. Hapa tuko Ruchuru, mama iko ovyo ovyo. Mie niko Ruchuru, mama iko Goma, watoto wengine viko Goma na wengine viko Ruchuru, tuko navo. Hapa sina makao, sijue binezi kuwa namna gani. Témoignage très poignant. Qu'est-ce qu'il vous évoque, Monsieur Jean-Jacques Wando? Ce témoignage de ce monsieur
laisse transparaître d'abord une émotion, une souffrance, une peine. Quand je parle de peine, vous voyez déjà que nous sommes dans un rapport avec la justice. Et ce qui est important, ce que je peux retenir au-delà du témoignage, c'est l'aspect narratif. Moi, je pense que quand on est dans une dynamique de commémoration de nos victimes, des victimes des massacres, des victimes du Génocoste, il est important qu'on mette en avant aussi cet aspect narratif, la narration des faits. Et moi, je tiens d'abord à saluer le courage de ce monsieur, parce qu'il n'est pas donné à beaucoup de victimes de pouvoir avoir le courage, même si la personne le fait sous anonymat, de pouvoir témoigner les violences qu'elles ont subies. Et cela devrait être un vecteur, un élément qui devrait nous interpeller. Interpeller chacun de nous. Vous interpellez la jeunesse, interpeller les autorités congolaises, interpeller la société congolaise sur ces violences, mais sur notre histoire commune. Et là, je pense particulièrement à un grand sociologue que beaucoup de jeunes ne connaissent plus, qui s'appelait Mabika Kalanda, qui a écrit un ouvrage assez intéressant sur la décolonisation mentale des Africains et particulièrement des Congolais. Il disait que nos pays souffrent à cause d'un double déficit. Un premier déficit, c'est le déficit d'absence d'une histoire commune, collective. Donc, on n'a pas une histoire commune, collective, et on a tendance à oublier les faits. Et c'est cet aspect-là qui m'intéresse de voir dans ce témoignage où la personne évoque des faits pour nous permettre de se dire que plus jamais ça. Mais pour que ce ne soit pas plus jamais ça, que devrions-nous faire? Et moi, je vois au travers de ces témoignages déjà la mise en place de ce processus de ce qu'on appelle la justice transitionnelle ou la justice restauratrice ou la justice réparatrice, parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de réconciliation tant qu'on ne met pas en place des structures qui permettent de mettre à plat, de rechercher la vérité et surtout, non seulement de donner droit à la parole à ces victimes, mais que ces victimes voient qu'elles soient aussi, les exactions qu'elles ont subies, fassent l'objet de réparations. Et c'est le sens même de l'humanité, de la dignité humaine qu'on peut rendre à ces personnes. Et je manque de mots parce que je reste aussi, en tant qu'humain, très ému. Hein. Je suis criminologue de pratiquant, donc je travaille dans un autre cadre ici en Belgique, dans le cadre aussi de cette triangulation que j'ai expliqué de la justice. Et il est important qu'à ce stade, que cette jeunesse-là, que CAPE se dise, voilà, face à cette situation, comment on peut aller de l'avant, comment on peut rendre réellement justice à ces victimes. Comment on peut faire de sorte que l'impunité ne soit plus seulement un vœu pieux dans nos déclarations, dans nos actions, mais que nous mettions en place des projets concrets qui permettent à ce que ces victimes soient reconnues dans leur intégrité psychique, psychologique, mentale et physique. C'est important parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation dans un État si on ne tient pas compte de ce qu'ont subi nos frères, nos sœurs dans cette histoire. Voilà ma première réaction par rapport à ce témoignage. Évidemment, peut-être au cours de l'entretien, je pourrais peut-être venir détailler ce qu'on pourrait faire ensemble par rapport aux initiatives qui sont sur le terrain. C'était très clair, M. Jean-Jacques Ouandou. Sans plus tarder, Linda Light avec un slide. Et on se retrouve juste après.
la main, la tête ailleurs, les rêves perdus. Oui, je pense encore à toutes ces personnes que j'ai perdues. Yeah, ailleurs, pendant que le système va pisser sur leur tombe, la justice a trop bu, n'a pas retrouvé mon monde. Ça galère et je la regarde sourire. Nos petites communautés entre elles font que se détruire. Où sont passées à nos questions toutes ces réponses? Du sang, encore du sang, putain, la vase la déborde. Qui a oublié ces armes ici, venez les reprendre. Pourquoi j'oublierais de dire aux jeunes d'aller entreprendre? Quitte ton canapé et va te plonger dans un livre. Y'a sûrement quelque chose que t'aurais dû lire. Ils m'ont pris tout ce que j'avais, je m'en remets pas. Ils nous ont divisés après, ils nous prêchent le partage, yeah. Les mots qu'il faut attendre, je crois que j'en ai pas. La musique c'est pas un art, pour moi c'est bien un combat. C'est force à un temps, ça m'aide à dégager ma rage. Je pleure encore les miens, je fais couler mon maquillage. Tu veux la fête chez moi, c'est pas vraiment le bon repérage. Ils ont massacré mon peuple, j'en suis là. J'en suis là. Et j'en fais témoignage. J'ai pas fini de faire mon deuil. 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 Le rêve m'endort, les cauchemars me réveillent. Quand je pense à cette mort infligée à mon peuple. Liberté pour tous n'est qu'un slogan. C'est pouvoir qu'on leur donne les a rendus arrogants. Au service de qui ils bossent. Va savoir man, ils prétendent soigner nos plaies mais savent pas où on a mal. Au royaume des aveugles, aujourd'hui les bonnes reines allaient dire à Karabakh que les sorcières font pas de reine. Toutes ces guerres d'où viennent-elles? Qui les paye en fin de compte? Qui nous arme pour qu'on tue nos propres frères? C'est atroce de réaliser un rêve sur le lit de la mort. Agonisant, comment on fait? Dites comment on s'accroche. Ceux qui nous ont aimés tant deviennent des simples souvenirs. Tu sais pas te mettre debout et te force à courir. Ces vulgaires dirigeants font la loi physique chargée. Dans cette lutte cuisine interne s'est engagé. J'ai pas fini de faire mon deuil. J'ai pas fini de faire mon deuil. J'ai pas fini de faire mon deuil. On n'a pas tous fini de faire notre deuil, putain! Oh! Un slam poignant et touchant. Merci à l'artiste. Tout de suite, nous allons rejoindre la très chère Namwezi Douce Nibamba, qui a fait un travail de documentation, un travail de collection sur les exactions, les viols, les massacres commis en RDC. Ce travail de fond, je vous invite à vous y joindre pour apporter votre témoignage. Vous connaissez des gens qui ont souffert, vous connaissez vous-même, vous avez souffert. Rejoignez ce travail et faites en sorte que nous nous documentons, nous transmettons, nous parlons de plus en plus de cette situation, plus pour que jamais nous puissions oublier. On se retrouve juste après. Je suis Douce Namwezi, je suis directrice de Uwezo Africa Initiative. C'est une organisation qui a vu le jour en 2018 ici en République démocratique du Congo et qui travaille entre autres domaines sur cette question du devoir de mémoire à travers une initiative des Requiem pour la paix, une initiative qui est non seulement culturelle, comment à travers le chant on arrive à pleurer les milliers de morts du Congo, mais aussi une initiative de plaidoyer, puisque le Requiem pour la paix accompagne le mémorial virtuel, qui est une idée des jeunes Congolais et Congolaises qui, au vu du contexte dans lequel nous vivons, où c'est difficile d'avoir des mémorials physiques, étant donné que la plupart de belligérants se sont retrouvés en même temps au pouvoir et n'ont pas intérêt à ce que ces devoirs d'histoire puissent être une réalité. Ces jeunes ont voulu faire ces mémorials virtuels qui regroupent non seulement des informations sur ce travail de justice transitionnelle, mais aussi et surtout des témoignages de personnes qui ont été tuées. Les mémorials virtuels mettent l'accent ou le nom sur les chiffres, puisque tout le temps on entend parler des milliers de morts en République démocratique du Congo, mais qui sont ces morts? Et cette initiative essaie de mettre ce nom, d'identifier ces personnes, de raconter leur histoire et leurs rêves
afin que plus jamais ces massacres et ces tueries puissent se répéter. Pourquoi un mémorial virtuel? Comme on disait, ce mémorial est important puisque dans la démarche historique, il est important en fait que la nouvelle génération sache qu'est-ce qui s'est passé. Il est important que l'histoire du Congo soit racontée par les Congolais et les Congolaises elles-mêmes. Et lorsqu'on arrive dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou au Rwanda, en Afrique et dans d'autres pays où les massacres et les tueries ont eu lieu, on trouve qu'il y a des traces physiques et visibles de ces tueries. Ici, au Congo, tous les jours, on entend parler de personnes tuées, des massacres, mais il est difficile d'avoir ces lieux. Ce n'est qu'en quelques villages où tu peux trouver un petit monument où c'est inscrit la date où le massacre a eu lieu, mais en termes vraiment d'identification de tous ces milliers et ces milliers de victimes, c'est très difficile. Alors la démarche virtuelle a fait qu'on puisse non seulement donner au monde entier, mettre sur le web et à la portée de tout le monde l'histoire de ces personnes qui sont tuées tous les jours, mais aussi et surtout qu'ils puissent servir des références, puisque parfois on se dit où sont ces morts. À Beni, tous les jours on égorge, on tue et tout ça, mais où sont-ils finalement? Est-ce qu'elles avaient des histoires? Qui était cette femme? Qui étaient ces jeunes? Qui était cet enfant? Et c'est ça la démarche même qu'on essaye d'avoir, qui vient en accompagnement effectivement à tout le travail datant par rapport à toute la documentation reconnue dans les rapports mapping et d'autres documentations qui existent. Comment ça fonctionne? Le mémorial virtuel, au fait, c'est une plateforme numérique qui contient non seulement de contenu sur la bibliographie, donc des documents que l'on peut consulter, entre autres le rapport mapping qui a été documenté par les experts de l'ONU, mais aussi il comprend des actualités par rapport à cette démarche de devoirs d'histoire et de devoirs de mémoire, s'il y a des tueries, s'il y a des massacres, s'il y a des choses qui se passent, et il y a des informations sur les sites web. Mais les informations les plus importantes aussi, c'est par rapport aux images, aux photos que nous cherchons tous les jours, de ces chiffres-là qu'on énonce au Congo. Il y a de témoignages, il suffit d'aller sur www.memorialvirtuelrdc.org pour trouver tous les témoignages, les photos et la petite histoire de cette personne qui a été tuée, les circonstances surtout dans lesquelles cette personne a été tuée. Cette documentation fait participer beaucoup d'acteurs de la société civile, puisque depuis longtemps, il y a eu cette documentation au niveau de l'Église catholique, à travers la commission Justice et Paix. Il y a eu des organisations de la société civile qui travaillent sur la question des justices transitionnelles, qui ont documenté les atrocités des années 96, 2000, 2004, 2008. Et donc nous utilisons toutes ces données qui se retrouvent généralement sur papier pour les rendre virtuelles et les mettre à la disposition du public et de tout le monde. Quel est le but final? Le but final, c'est d'abord d'immortaliser ces personnes-là, de donner aux générations futures une référence par rapport à l'histoire du Congo. Lorsqu'on entend parler des guerres, des tueries, des massacres, on ne sait pas toujours qui ont été tués au fait. Et c'est là pour ça qu'on puisse à un moment normaliser la mort, à avoir une insensibilité lorsqu'on entend parler de 10 personnes tuées, 20 personnes, 100 personnes. Beaucoup de gens commencent à trouver que c'est normal. Mais si à un moment on se rend compte que cette seule personne a eu une histoire, avait des rêves, voulait devenir, je ne sais pas, ministre ou une femme entrepreneur ou n'importe quoi dans la société, cela peut humaniser au fait ces personnes-là et ramener à ce que la conscience collective puisse se mobiliser et dire non et dire stop à ces massacres et à ces tueries. Un message de la fin. Nous appelons toutes les personnes, toutes les organisations, tous ceux qui ont des éléments
à mettre à la disposition de ces jeunes qui alimentent le mémorial virtuel tous les jours, à pouvoir les rendre disponibles. Puisque ce travail de documentation, c'est un travail vraiment de longue haleine qui demande beaucoup de patience, qui demande beaucoup de vérification et, par rapport à la rigueur et à la véracité des informations qu'il contient. Et nous espérons qu'avec l'apport de tout un chacun, tu as peut-être un ami, un oncle, une sœur ou un familier qui a été tué et tu veux rendre son histoire inoubliable, tu peux toujours le partager. Il y a l'adresse web du mémorial virtuel. Et aussi, le mémorial virtuel est là pour servir de plaque tournante, si je peux le dire, à d'autres initiatives qui existent. Puisque sur le mémorial virtuel, nous relayons les informations sur d'autres événements qui se passent à travers le monde, qui se passent ici dans le pays ou ailleurs. Et nous essayons dans la mesure du possible à lier des partenariats et des collaborations avec toutes les personnes qui peuvent appuyer et soutenir ce mémorial. Arriver dans tous les coins et recoins du pays, c'est pas facile. Et donc s'il y a des gens qui se retrouvent dans des villages très reculés et qui ont vécu des atrocités et qui veulent aussi rapporter et raconter leur histoire, c'est important. On est dans un contexte aussi où il y a des mémorials physiques, même s'ils sont très peu, comme je disais au début, et comme à Cagnola, où tu trouves qu'il y a quand même l'église catholique qui s'est impliquée pour mettre les noms sur les personnes qui ont été tuées dans les guerres des FDLR. Et on trouve que c'est quelque chose vraiment qui marque lorsque tu arrives dans ces villages, dans cette communauté, et où tu te dis tu ne peux pas oublier cette histoire et il faut que ces genres de choses ne puissent pas se répéter. En dehors du mémorial virtuel, nous organisons cette année, depuis l'année passée évidemment, le Requiem pour la paix, qui est au fait un acte symbolique de deuil, puisque tout le temps on parle des millions et des millions de Congolais tués et on n'a pas encore un moment où on s'arrête, où on prend vraiment le temps de pleurer au sens propre et au sens figuré tous ces morts. Et à travers le chant, qui est un symbole aussi de recueillement, nous avons mis en place un groupe de solistes et de chanteurs qui interprètent non seulement de la musique classique comme le Requiem de Mozart, mais aussi de chants traditionnels locaux qui parlent effectivement du deuil et du repos des âmes et surtout de la paix. Et cette année, nous organisons une tournée à Cagnola, à Bukavu, à Goma et à Kinshasa, afin d'amener beaucoup de personnalités à prendre ce moment-là de recueillement et à s'exprimer évidemment sur ce qui se passe dans le pays et ce qui s'est passé dans le pays. Évidemment, à part ce moment de concert de Requiem, nous amenons les gens à écrire aussi leur propre témoignage, puisqu'il est vraiment facile de parler théoriquement de devoir de mémoire, mais lorsque tu amènes un seul individu qui a vécu une guerre, même le plus récente, de raconter qu'est-ce qui s'est passé, tu trouves que la mémoire défaille parfois, puisqu'effectivement, à l'école, on n'apprend pas l'histoire du pays, mais on va continuer à apprendre l'histoire de la guerre mondiale et de Charlemagne. Mais lorsque la personne commence à écrire sur ce qui s'est passé avec M23, avec la guerre de Moutebousi, de Laurent Nkunda, tu trouves que c'est un effort et pourtant c'est des événements très récents. Et cette démarche-là nous amène à nous rendre compte effectivement que parler de ces devoirs d'histoire, parler de ce devoir de mémoire, de façon individualisée, c'est très important. De façon collective, évidemment, ça porte aussi tout son sens, comme l'initiative du Génocos qui mobilise le plus de monde possible. Mais à un moment, il faut que chaque individu s'arrête et réfléchisse sur non seulement son vécu des guerres, mais aussi sur les conséquences de ces guerres et de ces tueries. Et aussi, nous travaillons avec les artistes et les opérateurs culturels pour voir comment à travers l'art on peut soigner et faire un peu de l'art-thérapie, pour voir comment à travers l'art on peut arriver à soigner les blessures
de Congolais qui ont été meurtris par cette tuerie. Merci à la très chère Douce pour ce travail de fond. Justement, au sujet de ce travail, Monsieur Jean-Jacques Ouando, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ben, ce que je peux en dire, je vais peut-être vous surprendre. Quand j'ai été invité par le Jeune des Capes de pouvoir passer cette journée des commémorations du Génocoste avec la communauté congolaise d'ici ou du Congo. Et pendant que je m'ai documenté pour préparer plus ou moins cette présentation, dites-vous que parmi les pistes et les solutions que j'ai proposées, j'ai pensé à la mise en place d'une structure qui puisse faire quelque chose de concret. C'est-à-dire que faire une commémoration ou recueillir un lieu où on peut commencer à mettre des visages ou des noms sur ces victimes. Et dites-vous que je suis tombé sur ce site. Et j'étais très étonné de voir que tout à l'heure, c'était effectivement le travail qui est fait par notre consoeur, Douce. Et je trouve ça très, très intéressant et très impressionnant parce que, je l'ai dit tout à l'heure, en faisant référence à Mabi Kakalanda qui dit qu'un de nos problèmes, c'est le déficit de mémoire historique, mais aussi de mémoire collective. Le travail qu'elle a fait, ça permet quand même de donner du sens à notre mémoire collective. C'est-à-dire que nous devons avoir des symboles, des éléments qui permettent à ce que ces morts ne soient pas des morts pour rien. Chaque vie humaine compte. Chaque vie humaine a de l'importance. Et moi, je ne peux que saluer cette initiative. Et je l'ai suivie, elle a dit que voilà, compte tenu de certaines difficultés de pouvoir ériger soit des stèles ou des lieux commémoratifs un peu partout, elle commence par ce travail virtuel, vraiment d'un mémorial virtuel RDC. C'est une initiative à encourager et moi je vois même plus loin si je peux déjà embrayer au niveau des actions parce que bon, il faut se rendre compte aussi que dans la réalité, ce n'est pas toute la population congolaise qui a accès au système virtuel électronique, même s'il faut l'encourager. Mais pour rendre plus visible, pourquoi ne pas mener par exemple des actions auprès des autorités congolaises pour que ce site soit mentionné par exemple dans les sites officiels du ministère congolais des droits humains. Parce que si quelqu'un va par exemple vérifier une information, rechercher une information auprès de ce ministère ou soit le ministère de la Justice, qu'on voit que ce site-là, Mémorial RDC, est déjà incorporé. Mais si vous suivez aussi les témoignages ou l'explication faite par Madame Douce, elle dit aussi qu'elle est dans un processus de justice transitionnelle. Là aussi, je peux aussi rapidement dire, mais pourquoi devrions-nous aujourd'hui travailler chacun dans son coin? Aujourd'hui, nous avons une forte personnalité congolaise. Nous avons une fierté congolaise. Nous avons une grande notabilité congolaise qui mène aussi une grande action, pas seulement sur le plan national, mais sur le plan international, de sorte que la justice traditionnelle, de sorte que tous les crimes, tous les massacres commis en RDC ne restent impunis. Aujourd'hui, nous avons la fierté, nous pouvons le dire, d'avoir le docteur Denis Mukwege. Denis Mukwege, aujourd'hui, est en train de mettre en place une stratégie nationale, holistique, quand on dit holistique, globale, pour la mise en place d'un processus ou d'un tribunal plutôt, pénal international, pour commettre et pour sanctionner plutôt les personnes ou les auteurs des crimes commis en RDC, surtout dans les situations de guerre. Et nous avons aussi la chance aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle le rapport mapping. Le rapport mapping qui est une enquête qui a recensé toutes les violations des droits humains. Ce sont des enquêtes minutieuses qui ont été faites par des experts. Et entre 2003 et 1993 ou 1993 et 2003, ces rapports recensent
toutes les données possibles. Et dans ce rapport, les recommandations des experts des Nations Unies, c'est dit, voilà, nous mettons à votre disposition, vous Congolais, vous autorités congolaises, des éléments pour vous permettre maintenant de vous en saisir, de sorte que vous mettiez en place un système de justice transitionnelle qui permette à ce que les coupables, les responsables de ces massacres soient poursuivis. Donc, au départ de cette initiative mémoriale, ça peut aussi être un élément qui va enrichir le travail qui pourrait être fait, qui pourrait être exploité, que ce soit dans l'initiative du docteur Mukwege, mais aussi dans d'autres actions de plaidoyer qu'on peut mener, surtout la diaspora ici, la jeunesse qui est souvent ici à l'extérieur, mais penser à mener des actions concrètes sur le terrain, ici au niveau de l'extérieur du Congo, et surtout, pensez aussi à être l'élément central de la structuration de cette dynamique de justice. Vous avez des facilités en termes de formation, d'expertise, de connaissances et tout, et qu'il est temps maintenant de créer des ponts, des synergies, comme vous l'avez fait aujourd'hui, avec les acteurs du terrain, pour mettre en place une dynamique nationale qui transcende nos clivages ethniques, qui transcende nos clivages politiques, qui transcende nos clivages sociologiques ou religieux, parce que je le dis et je l'ai répété assez souvent, la vie humaine, la vie d'un Congolais vaut. Et nous ne devions pas, en tant que peuple, si nous voulons être respectés, laisser cette situation telle qu'elle est. Donc, c'est le moment de penser à créer des synergies, à encourager l'initiative qui est faite de ces mémorials et voir comment aussi on peut commencer aussi à faire certaines choses, même commencer à ériger et faire des collectes des fonds, le fundraising pour pouvoir collecter des fonds et commencer à dire que voilà, cette année, nous allons mettre les efforts pour aller construire une stèle à tel endroit où s'est déroulé les massacres. Vous informez la communauté internationale, vous informez les autorités congolaises, et malgré les menaces des auteurs, mais je pense que si ces mouvements prennent corps sur le plan national, il n'y a rien qui puisse le bloquer. Moi, j'encourage cette initiative et je pense qu'il est temps vraiment de profiter surtout de l'occasion que nous avons avec le docteur Mukwege dans son plaidoyer. Et il a proposé plusieurs pistes de voir dans quelle mesure vous pourriez entrer en contact avec lui, de voir dans quelle mesure nous pourrions ensemble mettre en marche cette dynamique de justice transitionnelle pour que vous qui défendez cette cause des génocides, que votre action puisse produire des effets beaucoup plus concrets. L'armée, les hommes en uniforme, qu'est-ce qui peut expliquer, qu'est-ce qui explique ce phénomène, ce cadre-là où les gens, les hommes armés, on sait tous, en tout cas tout le monde partage l'avis que l'armée, c'est l'endroit où règne la discipline la plus fervente, la plus ferme. Pourquoi en RDC, on se retrouve dans une situation telle qu'elle, mais au sein de l'armée, qui devait plutôt être l'exemple? C'est une très très belle question, parce que quand vous parlez de l'armée, je vais recommencer par la partie dernière de votre question pour revenir au cœur même du message. Ce qui symbolise une armée, c'est d'abord l'ordre et la discipline. Ce sont les matrices d'une armée. Généralement, dans le domaine stratégique, on dit une armée indisciplinée ne gagnera jamais de guerre. Ça, je ferme la parenthèse. Pourquoi l'impunité dans l'armée? Bon, je ne peux pas dire qu'il y a une impunité totale, parce qu'au sein de l'armée, il existe des structures qu'on appelle juridiction judiciaire militaire, qui essayent, bon an, mal an, de poursuivre certaines personnes. Mais quand on voit le fonctionnement du système judiciaire en général au Congo, notamment par rapport aux massacres, aux crimes de droit international humanitaire, de violations graves de droits humains qui se commettent en RDC, on se rend compte que la justice n'est pas efficace. Pourquoi? Il faut d'abord essayer de replacer l'ordre dans lequel se retrouve la RDC aujourd'hui et son armée. Je ne vais pas faire une analyse historique, je pars de 96 ou 96 ou 97, ou 96 ou 97 pour les Congolais ou ceux qui sont en Belgique, pour dire que
Depuis cette date, le Congo se trouve dans un ordre géopolitique qui nous a été imposé par les pays qui sont venus envahir notre pays. C'est-à-dire, pour la plupart, ce sont des États voisins et particulièrement, je dirais, le Rwanda et l'Ouganda. Mais ces pays ont obtenu aussi le soutien de la communauté internationale qui étaient les grands maîtres et qui ont facilité cette invasion du Congo. Il s'est fait que le pays a connu deux grandes guerres, ce qu'on appelle la première guerre du Congo, celle qui a chassé le régime de Mobutu au pouvoir pour imposer Laurent Désiré Kabila, et la deuxième guerre du Congo qui a vu deux grandes rébellions se mettre en place, notamment la rébellion du RCD Goma, qui a essayé, par exemple, le 2 août, de prendre Kinshasa en étau, d'où la date qui a été choisie, je pense, par le jeune de Cape, de Génocos, parce que j'expliquais même dans un document pourquoi cette date, parce que je me trouvais aussi face à un groupe d'autres jeunes. Pourquoi le 2 août? Parce que c'était la première fois que ces agresseurs tentaient non seulement d'occuper l'est du Congo, parce que c'était le RCD Goma qui avait déjà un bon fief, qui avait déjà contrôlé l'est du Congo, qui voulait en même temps venir contrôler Kinshasa. Donc c'était un mouvement, une opération aéroportée qui permettait en même temps d'occuper est et ouest, de sorte à contrôler le Congo et faire de sorte que le Congo soit totalement sous l'emprise des forces ennemies. Donc, avec des atrocités qui ne concernaient pas uniquement l'Est du Congo, l'Ouest du Congo, pour donner ce caractère commun national des agressions que le Congo a subies. Et il s'est fait qu'après ces agressions, quelques mois après, il y a eu aussi la création la rébellion du MLC de Jean-Pierre Bemba. Et on s'est retrouvé vers les années 2000-2001 à une situation où le Congo était devenu un théâtre de guerre qu'on appelait la guerre mondiale africaine, où pas moins de 7 armées africaines se sont retrouvées au Congo pour se battre, et il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Or, quand on se trouve dans une situation où il n'y a ni vainqueur ni vaincu, il n'y a pas une force, il n'y a pas une partie qui va imposer sa loi pour pouvoir, par exemple, imposer sa justice aussi. Un peu comme on a connu ici en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été vaincue, on a imposé une justice, notamment de Nuremberg, pour juger l'impunité ou pour juger les auteurs, que ce soit du génocide des Juifs, mais aussi des auteurs de tous les massacres qui ont été commis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui n'a pas été le cas parce que le Congo ayant été trouvé dans une situation telle qu'il n'y avait ni vainqueur ni vaincu, on a imposé une paix aux Congolais ou aux belligérants, mais pas l'extérieur. Et cette paix, je vais vraiment essayer d'aller vite parce Justement, quand vous dites qu'on a imposé cette paix extérieure, cette paix est imposée par qui? Par la communauté internationale, dans le cadre de ce que vous avez entendu en 2002, en décembre, les Congolais et les belligérants se sont rendus en Afrique du Sud, à Pretoria, pour signer ce qu'on appelle l'accord global inclusif. Et cet accord en 2003, qui a été précisé dans le cadre de l'accord de Sun City, qui a permis de mettre en place un gouvernement de ce qu'on appelait 1+4. C'est-à-dire qu'on a pris un président et on a mis à ses côtés 4 vice-présidents, dont les présidents issus des rébellions qui ont envahi, qui ont agressé le Congo. Et parmi les résolutions de cet accord inclusif, il était question de mettre en place ce qu'on appelle une armée nationale républicaine, restructurée et intégrée. Et là, c'est vraiment important que les auditeurs ou les téléspectateurs qui nous suivent de comprendre cet aspect. L'idée, c'était de brasser, de mettre ensemble toutes ces personnes qui se sont battues au Congo, même les agresseurs, pour former une nouvelle armée. C'est-à-dire qu'au départ, après les inventaires, on s'est retrouvé avec environ 360 000 personnes qui se sont battues. C'est-à-dire qu'il y avait environ 136 000 du côté des rangs de l'armée nationale de l'époque qui s'appelait les FAC, Forces armées congolaises, sous Laurent Désiré Kabila. On a eu
la rébellion du RCD Goma, qui avait plus ou moins 48 000 militaires ou combattants recensés. Et on se posait même la question, il y avait combien de Rwandais déjà qui étaient parmi ces 48 000 militaires. Le MSC de Jean-Pierre Bemba recensait plus ou moins 20 000 militaires. Et puis, il y avait plus ou moins 50 000 Maï-Maï disséminés partout qui ont été comptabilisés et d'autres petits groupes. Or, ces personnes-là, donc parmi ces personnes-là, qu'on devrait élire ceux qui étaient aptes pour aller dans l'armée et l'autre subir les opérations de réinsertion qu'on appelle DDR, donc désarmement, démobilisation et réinsertion, pour former au finish une armée d'environ 120-130 000 hommes. Vous comprendrez que le processus qui devait permettre la création de cette armée, s'appelait brassage, n'a pas respecté tous les critères qu'il fallait parce qu'il y a eu des groupes rebelles qui ne sont pas passés par le brassage, mais qui étaient comptabilisés comme étant des éléments de sang de l'armée. Et comment expliquer par la suite, pour résumer, que ces personnes qui étaient auteurs des massacres, vous avez appris tous les massacres qu'on a connus, Makobola, Tingi, massacre du lac Vert au Kivu, se retrouvent dans une armée avec une justice qu'ils contrôlaient et qui était quelque part incapable de pouvoir mener des actions pour pouvoir poursuivre les coupables de ces massacres. Bien que les résolutions de la conférence ou des accords prévoyaient qu'il y ait la mise en place d'une justice qu'on appelle transitionnelle, c'est-à-dire qu'une commission nationale des vérités et justice pour permettre à ce qu'il y ait d'abord poursuite des auteurs et réparation des victimes. Parce que dans le cadre de la justice transitionnelle, la question des victimes, la place des victimes est importante parce qu'on ne peut pas rendre justice sans prendre en compte l'aspect justice, surtout dans le cadre des pays qui ont été victimes ou qui ont subi de graves situations de violation des droits de l'homme. Merci, M. Hondo, pour les pistes de solutions que vous venez de nous étayer. Nous passons à l'étape maintenant des dédicaces, étape au travers de laquelle nous allons allumer des bougies, 6 bougies précisément, pour nous souvenir de ces vies qui ont été arrachées injustement. On se retrouve juste après. Aux millions de personnes que nous avons perdues au cours de notre longue histoire de génocide et qui sont mortes, oubliées de l'histoire. Aux millions de personnes qui ont perdu leur vie due à la famine ou à la maladie, car elles ont été incapables de se nourrir de notre terre prospère. Aux millions de personnes que nous avons perdues à cause des déplacements forcés, à tous ces réfugiés et personnes déplacées qui ont été forcés de quitter leur maison. À ces millions de personnes que nous avons perdues face à l'esclavage et à l'exploitation violente de notre terre. Pour les millions de personnes qui ont combattu pour défendre nos droits d'égalité et de liberté face à l'oppression politique.
Une dernière bougie d'espoir pour ces millions de personnes qui luttent encore dans notre pays troublé et qui se battent sans relâche pour un avenir meilleur. Prenons un moment de silence et souvenons-nous de tous ceux qui nous ont quittés en ce jour de commémoration. Nous allons observer une minute de silence en mémoire de toutes ces victimes des exactions et de la malveillance humaine. Merci à tous d'avoir observé cette minute de silence avec nous. Nous arrivons à la fin de notre journée commémorative. Nous allons en profiter pour remercier nos intervenants. Monsieur Wondo, merci beaucoup pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Nos intervenants qui sont en RDC, merci du fond du cœur. N'hésitez pas, je vous invite, nous vous invitons à partager la bougie de l'espoir au travers des réseaux sociaux, au travers vos sites internet, au travers tous vos supports de communication. Partagez cette bougie de telle sorte qu'on se relaye, qu'on partage l'info, qu'on fasse du bruit autour de cet événement, autour de cette tragédie. Vos supports de communication, Instagram, Facebook, Snapchat, ou que sais-je encore. Et n'hésitez pas à rejoindre Genocost au travers de notre site internet www.genocost.org. Monsieur Wondo, un dernier mot et peut-être un lieu ou une page où on peut avoir vos informations, s'il vous plaît. Mais le dernier mot, c'est surtout remercier les organisateurs de cette journée commémorative du Genocost. Comme je dis, l'avenir de demain, c'est la jeunesse et CAPE a démontré au travers de cette belle organisation, avec des moments d'émotion, avec des moments d'espoir, avec des moments d'encouragement que les Congolais sont capables de se prendre en charge et d'aller de l'avant. Donc, je ne peux que vous remercier pour cette invitation. Sinon, je suis responsable du think tank afridesk.org et ceux qui veulent me contacter peuvent écrire sur jjwondo@afridesk avec K à la fin, .org. Voilà, je vous remercie encore et bonne continuation à CAPE. Merci à vous. C'était votre présentateur, Désiré Ilunga, de la France. À bientôt. Macho tele na machozi yawe, moyo tele na huzuni yawe, macho tele na machozi, moyo tele na huzuni, lakini Bwana wewe ulisema aombaye atapewa. Bwana wewe ulisema tafuta atapata. Bwana wewe ulisema sikiliza ombi letu. Bwana Jesus.
your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Wapumzike kwa furaha, wapumzike kwa furaha, ndugu na wote waliompenda Mungu, wapumzike kwa furaha. Ndugu na wote waliompenda Mungu, wapumzike kwa furaha. Ceux qui vivent dans nos cœurs ne meurent jamais. À nos morts, à nos martyrs. We'll never forget about you. Nous ne vous oublions pas. Kinglish, Mwananzambe. Nabosani binote. Tokobosana binote. Tokotikala jamais kobosana bino. Sirius Kam Aquaman. Mr. Kushi Logique. Mimi Ricky Mulolo nasema hatutawaiba sababu watu mlikufa na genocide. Congo, one love. Bonsoir. Ngai Trésor Lolo. Nabosani binote. On ne vous oublie pas. Tokobosana binote. Nous ne vous oublierons jamais, jamais, jamais. I haven't forgotten you and I will never forget you from Trésor Kando. Tokobosana binote. À jamais dans nos corps. Tokobosana binote. Tokobosana binote. Nabosani binote. C'est Tadé de Montiquet. À jamais dans nos cœurs. Je ne vous oublie pas. Nakobosana binote. Fanny Ipopa. Tokobosana bino jamais. Je ne vous oublierai jamais. Je suis Kofi Olomide. En RDC, un génocide oublié. Mais nous ne vous oublions pas. Tokobosana binote.